Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Excusez tout le monde, j'avais juste pas vu que Gab était de retour. Écoute, il a été comme un fantôme, il est rentré comme un ninja. Écoute, ça s'est fait tellement vite que, tu sais, fait que, puis finalement, il m'a dit fade out. Bon, ben écoute, je pense que. Puis le Gab, il est encore sur mute. Écoute, c'est épique, c'est malade. On fait bien ça. On fait bien ça. Non, mais moi, mon timing était parfait. Là. Je suis arrivé à la dernière seconde de la toute. Ouais, ben c'est ça. Mais bon, en tout cas, je me sens pas trop mal de couper une toune de jeu vidéo avant la fin dans ce Ouais. cas-là. On peut se permettre ce petit écart. Ouais, bah écoute, ok. Moi, je suis un grand fan de trame sonore de jeux vidéo. Là, fait que je me sens un peu offensé par ton affirmation. Là. Pourquoi qu'on devrait moins se sentir mal de couper une toune de jeux vidéo qu'une autre toune? J'ai rien à dire. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais tu sais, c'est parce que si on parle de genre que c'est plus quelque chose de genre ambiant, puis background, ouais, whatever, ok, là, c'est ça correct. dépend, là. Ouais, c'est qui dit wow, le piano. Ouais, écoute, moi, ce gars-là, là, je l'ai découvert il y a bien des années. Là, en fait, j'ai découvert cette vidéo-là, j'ai toujours fait. Mais c'est bien hallucinant. C'est comme. Tu sais, juste la fin, là, la vitesse à laquelle il va, puis là, tu sais, c'est comme. Dude, qu'est-ce que tu fais? J'écoute quand même souvent des Oui. trames de jeux vidéo comme ça, de diverses façons, là. Sincèrement. Des fois, il y a des bandes aussi, genre, ou des Ouais. versions orchestrales, ou genre. Ouais, Vraiment pas à faire. ouais, Ça aussi, c'est comme à mesure que le jeu vidéo a été validé comme style d'entertainment ou d'art, ben là, la musique de jeu vidéo oui, s'est clairement. rendue comme quelque chose de respecté plus, là. Puis, je veux dire, c'est un craft comme autant que genre les trames sonores de films, Ben oui. puis autant que n'importe quelle autre Ouais. musique, là. Même Castor, il y a de la trame sonore, tu sais, genre qui est comme qui utilise le même style éclectique, tu sais, qui fit pour avoir une action derrière, tu sais, une action qui a des hauts puis des bas puis tout ça, sans qu'il y ait d'action derrière, tu sais, sans qu'il y ait de film, sans qu'il y ait de jeu, sans qu'il y ait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est carrément devenu un genre à part entière. Là. Puis, tu sais, comme Sika a dit, là, tu sais, elle parlait du Blindfolded Mario Pianist. Là. Moi, écoute, mes trois coups de cœur de celle qui joue, c'est la toune d'En dessous de l'eau, là, tu sais, la valse, la toune du château de Mario Well, là, tu sais, c'est celle qui est creepy horreur. Là. Puis la dernière, celle qui va full vite, là, je pense que c'est Donut Plane ou quelque chose de même. Là. Elle est écœurante, celle-là, là, je veux dire. Juste le fait qu'il a fait quand tu manques de temps, tu sais, quand tu joues, c'est comme. Tu sais, juste les souvenirs de Faut que tu rushes la fin de ce petit tableau-là, là, c'est comme. Fuck yeah, t'as bien choisi, t'as bien choisi ton affaire, tu sais. Je sais pas si tu connais les Super Guitar Bros, là. Non. Ils sont quand même assez connus dans la niche, là, Ouais. les covers de musique Ouais. de jeux vidéo. En tout cas. Les covers de covers de covers. Leur cover du château de Bowser est vraiment incroyable. Wow, je vais aller voir ça. Ouais, le château de Bowser, là, c'est vraiment. Tu sais, parmi les classiques de jeux vidéo, là, je te dirais que la toune des tunes de Mario Bros, là, la toune de En dessous de l'eau puis le Bowser Castle, là, c'est deux nice, là. La tune finale de Super Mario World, je pense. Ouais. Vraiment Aussi. nice. C'est ça qui servait aussi dans les outros du show de Stimulator sur Submedia, là. C'est peut-être pour ça que Peut-être. je l'affectionne encore plus. Fait qu'on commence avec Abigail. En passant, ces sauts-là, c'est ce qu'on a à la place des pubs quand on a le premium. Je me suis rendu compte de ça. Ah. C'est mieux qu'une pub. Back continue de déchirer. You know what that tastes like? Freedom. Every year at the open-air Delacorte Theatre in Central Park, New York City, they put on a big Shakespeare play, sometimes starring a famous celebrity. And it's free! You don't even have to pass an exam to show that you understand Shakespeare. They just let anybody in. But there are limited seats, so you have to turn up at dawn on the morning of the show and wait in line until the box office opens at noon. And maybe you'll get one if you're lucky. Or, if you have the money,
You can pay somebody to stand in line for you. If you really want Shakespeare in the Park tickets, then you will presumably pay handsomely for them, albeit indirectly. So the free market is a way of making sure they go to the people who want them the most. If the person you hire to wait in line for you really wants your money, they're going to work hard for you. And people who don't want your money all that much won't take the job, or they'll half-ass it and won't get hired again. So you get what you want, the person you hire gets what they want, everybody's happy. Multiply that across borders and nations, and you have successfully privatized world peace, my friend. The person you hire has an incentive to do a good job, so the quality of the product goes up, and not charge too much, so the cost stays low, and if they really want your money, maybe they'll come up with some new way to make it sweet for you, like they'll text you updates while they're in line. So there's an incentive to innovate as well. And the more people they're competing against, the more these good effects get multiplied. This is what economists mean when they say that free markets are efficient at maximizing utility. Utility is a philosophical term. John Stuart Mill, who was a philosopher and an economist, wrote a famous book called Utilitarianism, in which he says that the moral thing to do is to maximize utility for the greatest number of people. There are debates about what utility should mean, but for now we can take it to mean happiness. Permettez-moi de vous introduire à un contexte, à une différence de concept statistique ici. Tu sais, le plus grand nombre, ça se conçoit de différentes manières, ça. Toi, par exemple, on peut prendre le plus grand nombre d'individus dans une société. Tu sais, on compte les têtes de pipe. Tu sais. Bon, on va appeler ça le nombre absolu d'individus. T'as la majorité. 50% plus 1. La majorité. Puis tu as un autre truc qui est utilisé à tort et à travers, que la plupart des gens ne comprennent pas, qui s'appelle la plupart. Est-ce que tu sais c'est quoi si je te dis la plupart des gens? Qu'est-ce que ça veut dire statistiquement la plupart? Quand tu lis ça, mettons, dans un sondage, quand ils te disent la plupart, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on aurait tendance à assumer que c'est interchangeable avec La majorité. Mais c'est ça pas ne le l'est cas. pas pantoute. La plupart, c'est le groupe le plus gros de tout ce que tu as mesuré. Je te donne un exemple. Le professeur qui m'a expliqué ça quand j'étais au cégep, il nous donnait l'exemple suivant. À l'époque où l'imprimerie est apparue, on s'est dit que ça va lancer le latin parce que, tu sais, on va imprimer des livres en latin, tout ça, mais en fait, ça a eu l'effet contraire. Comme c'était facile d'imprimer des livres, tout le monde a imprimé dans sa langue, ça a tué le latin. Bon. L'Internet a eu plus ou moins le même effet avec l'anglais. Tu vas me dire, hein, what the fuck? Tout le monde parle anglais sur Internet. Oui. Au niveau de communiquer entre nous autres, on va utiliser l'anglais. Ça, là-dessus, ça l'a fait boomer. Puis ça, là-dessus, c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu dans les années que ça m'était dit. Mais ce qui avait été correctement prédit, c'est au niveau des sites Internet. En particulier, dans ces années-là, on va parler au début des années 2000, la plupart des sites étaient en anglais. Mais la majorité des sites étaient loin d'être en anglais. Savez-vous c'était quoi le pourcentage de sites en anglais? De mémoire, c'était à taper, je venais de rentrer au cégep, donc c'était en 2001. 2001? Non. Bref. 2003. C'était en 2003. Je venais de rentrer au cégep, c'était en 2003, puis la plupart des sites étaient en anglais, c'est-à-dire 14%. Tu vas me dire, hein? Regarde le nombre de langues qui existent dans le monde. Le plus gros groupe, c'était l'anglais avec 14%. À cette époque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le mandarin, je ne sais pas. Tu sais. Mais à cette époque-là, la langue qui avait le plus grand nombre de sites, c'était l'anglais avec 14%. Pourquoi? Parce que comme ça venait de plus en plus facile de faire des sites Internet locaux, avec des petits serveurs, avec de l'hébergement pas cher, ben, tout le monde se faisait des sites dans leur langue. Il y avait des sites en Swahili.
Tu sais? Mhm. Mais attends un peu, Ah, y avait-tu une conclusion? Wrote a famous Oui, book attends un peu, called je veux juste Utilitarianism, in which he refaire says jouer. that the moral thing to do is to maximize utility. Oui, c'est ça. C'était d'expliquer la différence entre la plupart, le plus grand nombre, puis la majorité. OK. Tu sais, le plus grand nombre, tu sais. Puis ça, là, si tu savais comment c'est utilisé pour justifier de la discrimination, là, moi, des fois, là, j'ai demandé des accommodements puis des chiffres. Je me disais, ouais, mais la majorité du monde n'a pas besoin de ça. Tu sais, où je le disais, c'est discriminatoire votre manière de faire. Ouais, mais on n'est pas responsable, la majorité du monde ne marche pas de même. Donc, tu admets que tu es discriminatoire envers les minorités. Parce que tu t'organises en fonction de la majorité puis de personne d'autre. Puis quand la minorité te demande de l'accommoder, tu chiales que la majorité n'est pas de même. Mais c'est pas de la discrimination. C'est vrai. C'est quoi de la discrimination, sinon? Pourquoi faut-tu me tordre un bras? Il y aurait tendance à penser que c'est quelque chose de plus spécifique que ça. Non, mais moi, je pense qu'il y aurait tendance à... Non, mais je veux dire, mais dans le contexte, ça peut être quelque chose d'ultra spécifique, mais bien souvent, ils ont tendance... Toutes les institutions ont tendance à penser que la discrimination, c'est quelque chose qui vient de la méchanceté des gens. On a tellement fait croire aux gens que le racisme, le sexisme, c'était quelque chose qui venait de préjugés, puis d'ignorance, puis de... Non, c'est pas de ça que ça vient. Ça vient du fait de ne pas tenir compte des besoins de tel ou tel groupe. Ça vient du, je vais dire ça de même, du fascisme, c'est-à-dire de trier qui va faire partie de la société, qui trie en fonction de qui la société va être organisée. La majorité ne marche pas de même. Moi, mais je m'en fous. Tu n'es pas censé être organisé pour la majorité, tu es censé être organisé pour tout le monde. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'avec notre discours de droite ambiant, notre gouvernement d'extrême droite, que c'est quelque chose qui est tellement incompris dans les instituts. Je vais dire incompris, je ne sais pas s'il faut dire... Je dis incompris dans les institutions parce que moi, les fois où j'y ai fait face, autant dans le système de santé que dans le système d'éducation, là, j'expliquais, tu sais, en quoi je me sentais discriminé à quelqu'un, à un fonctionnaire quelconque, là, puis il me regardait comme si j'étais en train d'y expliquer de l'astrophysique. Tu sais, les yeux exorbités. Il ne mettrait pas en doute l'astrophysique, mais il va mettre en doute ce que tu dis. Oui, c'est ça, exact. Si tu lui racontais une histoire de sorcière. Oui, ouais, c'est complètement déconnecté. Il te regarde, là, puis il peine à comprendre. Je te dis, là, j'ai regardé un prof puis une directrice, là, puis j'étais en train de leur expliquer là, que quand tu veux faire le plus vite possible une tâche, là, comme un module scolaire, là, il faut que tu t'y mettes, puis que tu n'arrêtes pas, puis que tu ne changes pas continuellement d'une tâche à l'autre. Tu sais, normalement, quand tu rushes quelque chose, tu t'y mets puis tu donnes une go. C'est ça que tu fais dans la vie? C'est ce qu'on fait? Ouais. Ben, en tout cas, eux autres, ils m'ont regardé comme si j'étais en train de leur expliquer. Ils ne comprenaient pas. Eux autres, là, dans leur tête, là, ils avaient peur que je me tanne. Ils avaient peur que je me tanne d'être dans l'atelier. Ils avaient peur que je me tanne de lire. Ils avaient peur que s'ils me passaient l'examen la semaine après que j'ai fini mon module, là, juste me donner le temps d'étudier, que je m'en souvienne pas. C'est vrai. Je sais pas c'est quoi leur étudiant habituel, là, mais comment ils font pour se souvenir de comment faire la job un coup qui sort? S'ils s'en souviennent pas la semaine d'après? Je sais pas. Je sais pas à quoi il veut en venir, en fait. C'est hallucinant, hein? Non, mais mettons, je te donne un exemple. Moi, on me faisait changer continuellement de tâches, tu sais, puis entre du théorique puis du pratique. J'ai dit, je peux-tu me concentrer sur un puis finir de quoi est-ce que je commence? Écoute, puis ça, c'est quelque chose qui est très critiqué au niveau, au niveau de la scolarité des neurodivergents, de favoriser la complétion parce que c'est toujours. L'école, c'est toujours un paquet de tâches que tu finis jamais, que tu passes continuellement d'une à l'autre sans jamais en finir une. Puis ça, moi, écoute, ça me rendait fou. Fait que j'ai demandé des accommodements. Mais tu sais, l'affaire, c'est que quand tu leur expliques, tu sais, gars, ils se plaignent que tu vas pas assez vite, mais là, tu dis, ben, si tu me laissais me concentrer sur ce que j'ai à faire, puis que tu me faisais pas changer tout le temps, là, puis que je n'étais pas tout le temps en train de me demander où c'est que j'en suis rendu, peut-être que je perdrais moins de temps, peut-être que ça irait plus vite, tu sais. Mais tu leur expliques ça, là, puis ils te regardent, là, comme si, hein? Dans le système de santé, écoute, j'ai vu un infirmier, écoute, là, je te dis, là, je suis ressorti de là, je me sentais comme une beurre de marde. Le gars, en parlant du fait que je suis autiste, là, il a même appelé ça ma maladie. Là.
No shit, là. C'est comme... Prochaine fois que je m'en vais dans cet hôpital-là, ça se peut que je sois accompagné par quelqu'un de l'OPHQ. Il y a de fortes chances. Très forte chance. Ben, c'est ça que ça prend. Oui, non, c'est ça, tu sais. Non, je te dis, dans notre système gouvernemental présentement, il y a du monde qui vivent tellement dans leur réalité bureaucratique que quand tu leur expliques quelque chose que tu vis qui n'est pas qui est pas ce qu'ils font habituellement, là, leur raison de rejeter ce que tu dis, c'est habituellement, on ne marche pas comme ça. Mais oui, mais c'est ça le principe de se faire accommoder, c'est de marcher pas comme la majorité, tu sais. Parce qu'ils conçoivent la majorité comme tout le monde. Mais tout le monde, c'est pas la majorité. Tout le monde, c'est tout le monde. Ouais, c'est à toi de compenser pour le fait que toi, tu fais pas partie de la majorité. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, ouais, la plupart des gens, ouais, la plupart. Puis pourquoi tu penses que le reste de la plupart ne viennent pas chez vous? Ben parce qu'ils sont obligés d'agir comme la plupart, puis t'es traites. Tu sais, t'es traites, on va dire, pas comme la plupart, parce que la plupart des gens, ce que tu appelles la plupart des gens, t'es traites en fonction de leurs besoins réels, tu sais, tandis que le reste du monde, ben, c'est eux autres qu'il faut qu'ils changent leurs besoins pour fitter avec ta majorité puis la plupart. Tu sais, des fois... Ouais, mais je veux dire, en dehors d'un contexte, genre, en dehors d'un contexte académique ou un contexte statistique, je veux dire, la plupart, ça veut rien dire. Ça veut juste dire beaucoup de monde. Là. Oui, mais genre, est-ce que... une gang, un nombre indéfini. Là. Oui, mais ouais, j'avoue que j'ai peut-être pas rappé ce point-là. Ce point-là, c'est peut-être... pas clair. En fait, c'est de dire, c'est parce que, tu sais, comme c'est utilisé comme ça dans un contexte statistique, tu vois n'importe quoi, tu vois de quoi dans les médias, tu sais, qui parlent d'un sondage ou de whatever quoi, puis qui disent la plupart de ci, puis là, tu penses, ah, ben oui, la majorité des gens, mais non, la plupart, c'est pas nécessairement la majorité des gens, tu sais, c'est cité dans un contexte statistique, mais parce que je pense qu'il y a une définition colloquiale que c'est juste interchangeable avec la majorité ou... OK, ben en tout cas... C'est vague, là, tu sais. Ouais, ben en tout cas, moi, je peux te dire que j'ai vu des cas, là, tu sais, de statistiques. Ah oui, ça peut être utilisé, ça peut être dans des stages de statistiques, mais je pense que... ouais, mais même, je parle dans des contextes, là, tu sais, pas aussi... La plupart des gens vont utiliser la plupart de mauvaise façon la plupart du temps. Oui, non, effectivement. Puis, tu sais, non, pas la plupart du temps, la majorité du temps. Non, mais t'as pas ça. Je t'ai décalissé ça, cette phrase-là, volontairement. J'ai dit la plupart des gens utilisent la plupart mal la plupart du temps. Moi, je te dirais la majorité des gens vont utiliser plupart très mal la majorité du temps. Juste un nombre indéfini. Ouais, une varlope. Non, mais mon point, c'est de dire, vu le manque d'éducation qu'il y a par rapport à ce côté-là, quand tu lis des fois, il peut y avoir des choses simples qui sont présentées dans les médias, qui sont pas nécessairement très compliquées, mais juste la mauvaise compréhension de choses comme ça peut faire que tu vas lire quelque chose de manière totalement différente. Tu sais, Umberto Eco, il disait, le problème avec la communication moderne, c'est que tu peux dire exactement le même discours, là, présenter exactement de la même manière à deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que tout le monde va interpréter ce qu'ils vont voir en fonction de leur frame de référence. Tu sais, les frames de référence, par exemple, de toi puis de quelqu'un qui est, je sais pas moi, pas juste nécessairement loin géographiquement de toi, mais loin socialement de toi, va être tellement différente que le même shit, tu vas comprendre des choses quand même qui peuvent être radicalement différentes. Fait que, quelque chose comme ça, quand tu as des médias qui présentent quand même des sondages, de moins en moins, parce que là, c'est rendu quasiment plus de la chronique puis tout ça, là, mais disons, à un temps où il y en avait plus, ça peut être touché. Là. Ça peut être vraiment touché. Tu sais, comme ça, ici, gars, maximiser l'utilité pour le plus grand nombre. J'ai bien hâte de voir. Puis je parle pas de. Le problème, c'est pas Abigail. Là, je parle de non, mais ça s'en ira pas dans cette direction-là. Mill, puis les. Ouais, non, c'est ça. Mais de toute façon, moi, je parle plus de Mill puis des économistes modernes. Là, tu sais. For the greatest number of people. There are debates about what utility should mean, but for now we can take it to mean happiness, pleasure, people getting what they want. And that's what the free market does. If I don't like your service, I can go elsewhere. If you don't like the job, you can get another one. And that, my friends,
is the sweet, sweet taste of freedom. And do you know what else is excellent about free market capitalism? You don't get ahead by sucking up to the dictator or the king who's in power. If you want to succeed, you have to earn it by giving other people something that they want. You might say that it's perverse to pay for Shakespeare in the Park tickets. You might say that it's supposed to be for everyone to enjoy, not just the rich. But if I want to spend my money on it, and somebody else wants to sell their time, then it's voluntary, and it benefits us both. Why should anyone stand in the way? I say, the freer the markets, the freer the people. Markets don't ask questions. They don't make you feel guilty for spending hundreds of dollars on a gold-plated lamb's leather dog collar and leash with customized engravings. For instance, the only question is, how bad do you want it? And all that innovation and freedom means that if we compare the average person today to someone living 500 years ago, we have a much better standard of living. A thing that can definitely be objectively measured. 500 years ago, nobody had gold-plated lamb's leather dog collars and leashes, but now, can you even imagine having sex without one? I've made so many videos on this channel that have social or political messages, and they're such a downer. It's nice to finally make one that has absolutely no politics in it whatsoever. The free market is just naturally the best system. Everything I've just told you is science. Stop shoving politics into my champagne. Look at any free market and you'll see people flourishing and happy. Pick any free market in the world. Pick, I don't know, video games. The video game industry, more than any other entertainment industry, operates with as much cloak and dagger as it can friggin' muster, concealing sales figures, budgets, revenues, profits as much as it can from us, only ever telling the truth when talking to the shareholders, aka the people they consider their actual customers. Fortnite is, first and foremost, a storefront. Mario Kart Tour is just more lackluster mobile garbage. The Ubisoft Swarm, continuing to slap the name of a corpse onto its hideous hypercapitalist live service garbage, feels like a move specifically designed to annoy me. The companies have seen something work, and they're gonna hump it into f***ing oblivion, leaving a trail of industrial and intellectual corpses in their wake. Oh. This is a copy of the special edition of Skyrim for the PS4. It belongs to my flatmate and we're both Oh my god, Skyrim! He's a Khajiit. Ok, pour ceux qui... j'ai mis des tunes de Skyrim, là, quasiment exprès, je peux pas parler de Skyrim. Bethesda, il y a meme after meme after meme after meme, comment est-ce que Bethesda ont drainé Skyrim, là, mais comme une vache à lait, là. Vous avez même pas idée, là. Le nombre d'éditions de Skyrim, le Limited, Special, Remake, Revamp. Il en sort encore. Je pense qu'il en sort encore. C'est hallucinant, là, comment est-ce qu'ils drainent. Ils drainent tout ce qu'ils peuvent comme monnaie de ce jeu-là. Là. C'est hallucinant, là. Ça n'a pas de style de bon sens. C'est malade. Pendant qu'on est posé... Sneaky scams time. Ouais, non, vas-y. Je sais pas si tu es familier avec le Jimquisition, là, avec Jim Sterling du Jimquisition. Non. Non. C'est un channel qui couvre... anciennement journaliste de jeux vidéo, qui a un channel qui couvre des jeux vidéo d'un point de vue critique, puis de plus en plus anticapitaliste, puis genre ses positions sont tout le temps bonnes, puis c'est funny parce que ça, c'est Abigail pré-transition qui fait un hommage à Jim Sterling pré-transition. Jim Sterling est non-binaire. Elle s'appelle Jim Stephanie Sterling maintenant. Puis, il y a eu beaucoup de backlash là, contre ce créateur-là à cause de ça. Puis, il y a une bonne partie de ces vidéos qui parlent qui parlent de ces issues-là où il y a des updates sur la situation de sa chaîne qui a perdu des dizaines de milliers de followers. Là, genre. Je pense qu'il est au-dessus d'1 million, puis là, il est descendu en dedans de genre 2 ans depuis sa transition, je pense.
descendu à genre 800 000. Quand il est tombé à genre 900 000, il a fait une vidéo de célébration de genre avoir passé 900 000, mais dans le mauvais sens. Ouais. Il en a fait un à 800 000 aussi. Puis c'est vrai, c'est parmi ses meilleures vidéos, en fait. Celui de 800 000. Parce que genre toutes les personnes qui le supportent genre viennent le féliciter dans la vidéo d'avoir perdu autant de followers. Puis ils disent fuck them. Là. Genre, c'est clair. Perdre des bigots, c'est un honneur. Là, exactement, c'est ça. Ça fait le ménage dans tes followers. Puis, je veux dire, le personnage genre de Jim Sterling, c'était déjà genre super excentrique, genre, tu sais, genre le costume, c'est une référence à son esthétique, déjà super excentrique, super genre il était déjà queer, mais là, changer pour non-binaire, ça c'est trop. Là, c'était trop. Hate à cause de ça, genre. Là, c'était trop pour certains. Là, c'était comme ça dépassait les bornes, moi, je comprends. Ah, aussi, lutteur, un des lutteurs les plus, genre dans le circuit underground, là, qui est de la lutte en Angleterre, qui a beaucoup de succès là-dedans aussi. Là. Donc, une carrière connexe qui a réussi à partir après YouTube. Genre la lutte indie, c'est quelque chose de très queer aussi, de très explosé, de très extravagant. Une autre bonne façon de s'exprimer. This is a copy of the special edition of Skyrim for the PS4. It belongs to my flatmate, and we're both replaying it at the moment. He's a Khajiit mage, and I'm a high elf, sneaky scout type. Skyrim was released in 2011 by Bethesda, a video game company based in the state of Maryland, USA. The box and the physical disc were made by Sony, the company that makes the PS4. They have a sub-corporation called Sony Dadsey, with manufacturing plants all over the world. But according to the back of the box, this particular copy was made in Austria, which means it came from their factory in Thalgau, which is just outside the city of Salzburg, which is where Mozart was born. Here's a look inside that factory. You can see the room where the discs get made, and they printed the artwork on and slapped it in a box and shipped it out to the UK, where it probably went to the Sony Dadsey distribution centre in Enfield, North London, before it went anywhere else. Fun fact, during the 2011 riots, that building was burned down, and then they reopened it, although they're thinking about closing it again next year, possibly because there's a move now towards streaming media rather than having physical discs, or possibly because Google reviews said they have very rude management, most of them inside. Lazy people. Still gave it 4 stars though. From Enfield, it went 300 miles north to Berwick, which is a very beautiful town in Northumberland, to a CEX store, which has since closed down, where my flatmate bought it, and he took it to where he used to live, and then took it back down to London where we live now, and then I took it to the studio here today. The reason I'm telling you all this is that a lot of the time when we talk about videos game, we think about them as stories or systems, what they're like to play. And not so often do we think about them as material things, products that get made and sold. And if we start doing that, then some really interesting philosophy comes up. Materialism is quite a stretchy concept. In ordinary language, if somebody is materialistic, it means that they're concerned with possessions and money and having lots of stuff. But in philosophy, materialism has lots of meanings, but today's is where we go, okay, Skyrim was a lot of fun. I enjoyed the bit where I got to use magical telekinesis to play basketball with cabbages, but this didn't just fall out of the sky. Where did it come from? Who made it? Who makes stuff? Who owns stuff? Who has money? If we sweep aside the PR, what's really going on? And when it comes to games, there is one man who is excellent at cutting through the bullshit. If you know him already, I'm going to help you step back and put his work in a bigger philosophical context. If you don't know him, then you are in for a treat. Jim Sterling is a video game journalist and a creator and sometime professional wrestler, best known for his series The Jimquisition, which you can see right here on youtube.gov. Disclosure, Jim and I worked together a tiny bit on a charity fundraiser thing that I did a while ago, and he's very, very lovely. The Jimquisition has been running for longer than I've been on YouTube, which is a long time, and I've been watching it since it began. You might not think it, but I'm actually the world's most gamer. I've gamed the lot. Dark Souls,
Tale of Zelda, Rad Dad's Redacted, 100% it on Rad Dad. I was in an advert for Astralis a while ago with Glaive, and I only had to look up like half of what the script meant. And I like listening to the podcasts and watching the videos because I like hearing what the gaming world is up to. And according to Jim, there's some pretty wild stuff going down, because he doesn't just have his eye on the games themselves, but also on the market. And he even has a reputation for being able to predict what the video game market will do. Jim has talked a lot in recent months about the Epic Games Store. Epic is a video game company best known as the creators of Fortnite. In 2012, Chinese media company Tencent bought 40% of their shares, and flushed with all that cash, Epic has been offering developers fat stacks of bills to sell their games on the Epic Store exclusively. Since gamers have to go to Epic if they want certain games, the company is essentially paying to avoid competition. Even if Epic exclusives aren't what gamers want, too bad. Epic has tons of money, and with tons of money you don't have to build a quality product, offer a superior experience, or otherwise give advantages to the end user. You just have to have more cash than the other and crush them with it. Why bother being better when being richer gets you what you want quicker? And this is a thing outside of video games too. Jim has mentioned on his show before about how broadband companies in the US have divvied up the country to avoid competing with each other. All of the food that's sold in supermarkets in my country is controlled by like 5 brands. There's like 6 energy companies, and this is called the tendency towards monopoly. And before any gamers get worried, there certainly isn't any politics here. We're going to be talking about video games and philosophy and nothing else. I'm not even going to mention Lenin. To be honest, if you tell people that you've been reading Lenin, there's this slightly awkward moment as they check to see whether you're carrying a gun. I mean, yes, he was the most famous Counter-Strike player in Soviet Russia for a while, and you've got to respect the graft, but he also had a heated communist moment and team killed a bunch of dudes in Kronstadt. Anyway, who wants to read about coal extraction in 19th century Germany when we could be talking about Fortnite? I actually do want to read about coal extraction in 19th century Germany. So ideally, a free market means competition, better products, and freedom for the consumer. But what Jim has pointed out with Epic, and what some philosophers who were talking about 19th century coal predicted, is that once a company gets enough money, the advantages of the free market can get undermined. Supposedly, it means more freedom, but... Hi, I'm Pontius Pilate, governor of Judea on behalf of the Roman Empire, or as we're now rebranding ourselves, Empire, a content delivery platform for a more connected world. And if you're watching this, it's because your city, your state, or maybe your whole country has just joined the Empire family. Congratulations! The story of Empire begins with a dream, the dream of optimizing relationships between people. And it begins with a lot of hard work and disappointment. 8 months ago, my team made the decision to execute Jesus of Nazareth. I'm sure you saw the headlines. A lot of people had a connection to the Jesus brand, and in that aspect, we didn't walk the line as well as we could have. When I got in an elevator in Jerusalem a week later with my security team, I noticed that nobody would talk to us. Nobody smiled. And I realized that when you're a big platform, you have to deliver value, and always err on the side of delivering more value, not less. More choices, not fewer. So I came up with the concept of fulfillment living, Empire's guiding philosophy, a totally organized community where all the difficult tasks and the hard decisions are taken care of, leaving you more time to choose the life you want to lead. And I spoke to Emperor Tiberius, and he said, Pontius, you got no chance. There's no way you can disrupt something as big as the Roman Empire. But I had big dreams. And just last month, he apologized. So as we begin the process, you may notice some changes as we revolutionize your culture and your government. Public crucifixions allow members of our family to come together and bond over our shared values and enjoy community, and they are really popular. So we'll be increasing the number taking place each day, as well as allowing you to purchase tickets in advance, offering greater choice in seating. If you order them through Empire, the app's AI will recommend other community events to you that you might also enjoy. We're also pleased to introduce new uniforms for all our execution assistants, including customizable badges and hoods. We want all our family members to feel free to express their unique individuality. So volunteer for your local execution squad today. #SquadGoals.
These are just the first of the changes, and I'm super stoked to be working with you guys. If you have any questions, feel free to visit the offices of your local prefect or talk to one of our friendly security officers who you'll find on almost any street corner. We are Empire, and we're always right behind you. Jim also has a bee in his bonnet about games becoming live services. The live service model has been adopted by a lot of companies as a way to try and keep making money off you after you've already bought the game. Rather than just selling you a complete experience, a lot of games will now come packaged with a subscription service, or there'll be a very basic cut-down game with additional paid content later, or they'll be full of microtransactions. Little things that you can spend smaller amounts of money on, like cosmetic upgrades to your character, or even sometimes outright gameplay advantages. Microtransactions are big business. Activision Blizzard claims that they made $4 billion in 2017 from microtransactions alone, and the majority of that money comes from what the industry calls whales, the small number of players who spend big bucks in these games, either because they have the cash and they really want to, or because the games are deliberately designed in such a way as to psychologically hook you into spending compulsively. And I do mean deliberately designed. I know that there are a lot of parents and teachers who watch my show, and if you take nothing else from today, then seriously, I would advise you to go and watch Jim as he exposes the way that some of these systems are made. A particularly controversial example is loot boxes, mechanics that provide random rewards and can cost real-world money to roll the dice on. They use all the psychological tricks and language of gambling, and like gambling, are potentially very addictive. But in most places, loot boxes aren't currently regulated like gambling, because you don't play with real money. You buy an in-game virtual currency like V-Bucks or gold or donuts, and you play with that. And because you can't convert that virtual currency back into legal tender, it isn't technically gambling at time of recording, depending on where you are. Basically, it's the plot of the villain from Rush Hour 2. Imagine a business where people hand you money and you hand them back absolutely nothing. Now that's a real American dream. The goal of the live service model is to keep you in the game for as long as possible so you encounter as many opportunities as possible to spend money. Often games are constructed in such a way as to psychologically pressure the player into coughing up the dough. A great example would be Fortnite again, which YouTuber Dan Olsen has said is basically just a storefront with a video game attached. Given that most of the world does not use credit cards and does not have stable internet access, the move towards always online live services with loads of microtransactions is a bit of a weird one. As Jim has said, it seems like they're trying to make more money off the audiences they have rather than making new games that reach new audiences. And this is a nice illustration of another weird problem that markets can run into. In 1866, there was a bank called Overend Gurney and Company, who sound like they should have been selling mortgages to Bilbo Baggins, but they went bust. They invested a whole bunch of money in the railway industry, and then the railway bubble burst. Thing is, if you invest a bundle in railways and lose it, there are still railways. People can still use them. But that's increasingly not how investment works. A lot of companies, especially tech companies, borrow money not to make anything, just on the promise that they will eventually make it back. Let's take a case study. WeWork. WeWork are an American company that provide office space. They dress it up as revolutionizing your workplace and bringing people closer together, but we're doing materialism, remember. They own a bunch of offices, and if you need one, you can rent it from them. They're landlords. Easiest job in the world. A job so easy you can literally inherit your way into it. In summer of 2019, WeWork was valued at $47 billion. Now, just a few months later, they're worth, well, actually it's not clear how much they're worth, but nowhere near that. So what happened? Was there some kind of disaster? Did the offices burn down? No. The truth is, they were never worth $47 billion. At $47 billion, which is a little bit of an illusory number, it's not real. Illusory number. It's false. It never happened. It's a fake. It's fiction. It never happened. If I'm the CEO of a company
and I convince you to invest $1 million with me, because I've got this great idea that's going to change the world. Look at my hard-working team of go-getters on a mission in our swanky offices. Then I can go to the next investor and say, hi, I'm $1 million company. Look at this great investor I just got. Lend me $2 million, and I'll make you huge profits. And the next investor I can go, lend me 5, 8, 10, 50, $1 billion, and I can keep going without actually generating any profit. WeWork lost $3 billion from 2016 on, but all of a sudden I'm getting invited on the news to talk about what a great businessman I am and what a fantastic family I'm building. $47 billion is how much I think I could get if I sell it. But that's like me claiming to be the best gamer in the world, because I could totally beat Sonic Fox at MK11 if I really wanted to. I just don't want to. And when WeWork tried to go public, they had to disclose their financial documents, and everybody realized that they were full of shit. You're landlords! All you had to do was sit still and wait for house prices to rise. How did you cock it up? It would almost be funny were it not for the fact that thousands of people got fired and the top guys resigned with millions of dollars in severance packages. Doesn't that just sour your champers? And here's the kicker. When Overend, Gurney, and the other wizards went bust, there were still some railroads. But WeWork didn't make anything that wasn't already there. Their business model was just owning stuff and charging rent. And if nobody wants your stuff, or nobody can afford the rent, then all the money that was invested in you can just vanish. Imagine a business where people hand you money and you hand them back absolutely nothing. Games as live services, and disasters like WeWork and the 2008 financial crash are examples of what's called the rentier economy. They get money less by making stuff and more by owning stuff. Licenses, platforms, property, debt, and sucking as much blood as possible from the people using it. You'll remember from the start that one of the advantages of free markets is they stimulate innovation. And to a point that's maybe true. But as the tendency towards monopoly and the rentier economy grow and combine, that might happen less and less. Why bother making anything new when you can get more money by owning the stuff that other people made? And I remind you, there is absolutely no politics here. This isn't Marxism. This is something that John Stuart Mill talked about, and John Maynard Keynes, famous economist, and even the Financial Times, a magazine that is purely about video games. So how come all this happened? Remember the example with the Shakespeare tickets? It all seemed so neat and perfect. What went wrong? And how can a video game critic predict the market better than an executive? Jim has talked about some other problems in the video game industry too, like nasty working conditions, crunch periods, companies getting big profits but then firing lots of workers. He's even managed to successfully predict that some studios will be shut down. And what he's doing is called dialectics. Really boring philosophy, absolutely nothing exciting there. Dialectics is when you want to understand something, so you imagine it as a unity containing opposing forces, like yin and yang. Chinese philosopher Lao Tse, he said, if you want to understand the world, you got to understand yin and yang. They're opposing energies, they're in everything. Another example would be atoms. If you imagine atoms as containing positively charged particles and negatively charged particles that are in tension with each other, then you can do chemistry and predict how they're going to react. A German philosopher called Hegel picked up on the idea of dialectics and wrote a whole bunch of stuff about it. I've talked about Hegel on my show before, if you're curious. And then some other philosophers, whose names I can't remember right now, said that, society is kind of a little bit like that, in a purely philosophical, non-political way, obviously. There's like different groups in society that kind of conflict with each other, like a group that makes money by making stuff, and a group that makes money by owning stuff. Some of the problems Jim has talked about might make sense if we think of the people who make the video games being in tension with the people who own them and sell them when they're done. A lot of companies like to talk about, oh, we're all one big happy family and we're all on the same team, but the dialectical way of looking at things anyway is to say, well, actually, if you work at a company, you're doing a very different job than somebody who owns a company. And in fact, there's some tension there. And what's really interesting about that tension is that it's nothing to do with greed.
or evil. Les intérêts de Jim classe. does recount the hilarious antics of CEOs in the video game industry. People like Randy Pitchford, a man who left important work. Quand on dit que votre proprio, il est peut-être bien smart, là, mais il y a un intérêt de classe, il y a une différence d'intérêt de classe entre vous autres et lui, là, ben c'est ça. Quand on parle du policier, qu'il a peut-être l'air bien cool, c'est peut-être votre oncle, pis tout ça, mais quand il est dans sa job, il y a un intérêt de classe qui est différent du vôtre. And so on, and so on. Même chose avec les apparently cool billionaires. Ben, en fait, dans le cas du policier, c'est encore pire. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est des bâtards. Là. C'est parce qu'ils trahissent leurs intérêts de classe, parce que ça reste, ils restent de classe prolétaire, ils réussiront pas à s'en sortir, ils seront jamais des bourgeois plus qu'un certain point. Plus que toi et moi. Mais c'est ça, ils servent les intérêts de la classe supérieure. Donc, oui, c'est un cas, bâtard. je veux dire, c'est ça. T'as comme pas le choix de faire... Accepter d'être un cop, t'as comme pas le choix d'accepter de faire une certaine dose de bootlicking parce que c'est ça la job. Documents on a USB drive containing squirt porn, which he then forgot at a medieval-themed restaurant. But even if Randy was a saint and very good at his job, mais je t'avouerais que Duhem qui a accepté son rôle de produit, lui, il est vraiment class bootlicking, sérieux. Ouais, non, mais je pense qu'il est mieux compensé pour ce qu'il fait que le policier moyen. Ah oui, non, ça, c'est clair. Beat Cop, ça fait même pas tant d'argent que ça. Là. Non, effectivement. Je veux pas les plaindre non plus, là, mais genre, tu trahis ta classe pour ça, man, en tout cas. Ouais, non, en tout cas. Mais bref, ouais, mais je sais pas... Je sais pas, moi, Duhem me donne tellement le goût de gerber, en tout cas. Oui, définitivement. That tension would still be there. Il y a As quand much même as des I cops qui m'ont satirize déjà them donné as moins de goût de gerber vampires, que Duhem. there are people who sincerely believe that free Quand markets même. and privatizing Mais ça, everything c'est would be great, personnel, and that the pas problems can be systémique. contained. Ouais, non, The effectivement. philosopher Michael Sandel, the guy with the Shakespeare example from the start, says that the problem isn't greed. People haven't gotten more greedy or selfish. It's that markets have gotten into more and more of our lives. C'est mes émotions And qui there parlent. hasn't really been a serious philosophical examination of them. In science, if a theory can correctly predict observations, that's usually a sign that it's a good theory. And if it doesn't look like it's working, we've got two options. One is to say that actually the theory is great, but, you kinda suck. If you're working two jobs just to keep a roof over your head, then that sounds like a you problem. Maybe you should get a cheaper roof? Or we could put on our compassionate faces and say it's not your fault you can't find your place in the market. We just need to make it easier for you to get the skills and education you need to crush the competition. Maybe you could start by taking out a nice, big loan. Or maybe the theory is the problem. Remember with the Shakespeare tickets, the idea was that they'll go to the people who want them the most, the people who'll enjoy them the most, the people who'll pay for them. But how much you're willing to pay for something isn't just about how bad you want it. It's about how much it costs relative to how much you have. If I'm a millionaire with bad taste, I might not really give a toss about Shakespeare in the Park, but I'm damned if I'm waiting in line all day, so whatever, I'll give you $100 to stand there, and then I might not turn up to the show. So the idea that free markets are the most efficient way of maximizing utility kinda has a big hole in it. We assumed that people who need money will take the job, work hard, and innovate. But we didn't stop to ask why they might want money in the first place. If they have medical debt or legal fees, or they're just struggling to put food on the table, the market doesn't really address the root cause of what they need. And what if the work is so exhausting or degrading that they don't have the time and energy to work hard and innovate because they're just trying to get through the shift? We also assumed that voluntary transactions in a market are the same thing as freedom. But are they? If you work a job that you hate just to make money for somebody whose job is owning stuff, then are you free just because you can choose what color socks you wear and what to have for lunch? I've been at Empire for over 25 years.
And I still struggle with the external perception that we're just a bunch of bad guys. Some people are skeptical, and that's healthy. But our mission is bringing people together and helping them organize their whole lives more efficiently. L'alliance entre I'm toutes les proud of the classes. progress La we've base made. fasciste. We're offering flexible, fulfilling Quand les jobs, sous-fifres protecting acceptent d'être des Empire's sous-fifres community. In an pour internal le poll, bien our legionaries reported de high levels of job l'Empire. satisfaction and said they didn't feel they needed to unionize. In the last year alone, membership of our execution squads has gone from 82% male to just 63%, reflecting the diverse and inclusive atmosphere we want our families to have. During Pride Month, our security officers wore the rainbow flag for the first time. And we've invested over $20 million in recruitment to our security services from racially minoritized communities. I think it's a small number of people who are stuck in the past. I think the average citizen enjoys what we do and gets what needs to happen for a family like this one to exist and evolve and grow. We don't need combativeness or divisiveness. We aren't political, not capitalist or socialist. In the end, everybody on Earth is just Roman. We work hard to ensure that we stay true to our mission of bringing people together and allowing them to be part of something greater than themselves. And that something is Empire. Empire. Shake hands with the future. In today's video, we've learned about the tendency towards monopoly and the rentier economy and the financial crash and dialectics, and it can be a bit overwhelming. This is all really hard stuff and it's frequently very depressing. But if you can understand what Jim is saying about video games, then you can understand this stuff. And once you understand it, you can decide what you want to do about it. If we were to do a material analysis of YouTube, we would quickly see that YouTube are beholden to advertisers. If your videos routinely get demonetized because they aren't advertiser friendly, like mine do, and also they're expensive to make because you put things like musical numbers and fancy costumes in them, like I do, then even if you're lucky enough to have the support of patrons on Patreon, like I do, you might find yourself a little short one month and have to take a sponsor. Nebula is a new platform that's trying to not do that. Instead of being paid for by advertisers, viewers like you pay a subscription, and there are no ads. Some creators have big plans to make original content for Nebula, and I've got a way that you can try it for free. Je me rappelais pas que ça datait de si longtemps que ça, being Nebula. funded by companies like Curiosity Stream. You know them, they're the subscription streaming service. They host documentaries, they've got thousands of them. I watched a really cool video about parasites. There's a fun original one about ants. Normally, Curiosity Stream is $2.99 a month, but if you go to CuriosityStream... Ça semble être là. Ouais. Fait que c'était ça. Écoute, des fois c'est dur de commenter Abigail. Hein. C'est comme tellement juste ça. C'est ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est ça. Des fois, on essaye d'être transformatif autant qu'à faire ça peut, mais avec Abigail Thorne, c'est difficile. Il n'y a rien à transformer. Non, c'est ça. Non, mais je me sens pas mal de toute façon. C'était bien apprenant. En fait, je me rappelais pas à quel point que c'était théorique comme vidéo. On apprend toujours avec philosophie et tout. Oui, effectivement. Ouais, non, mais moi aussi, c'était plus théorique, c'était plus capitalistique, on va dire, que je pensais. L'industrie du jeu vidéo est un exemple, mais c'est un bon exemple, par exemple. Écoute, moi, direct en partant, là, je veux dire, juste l'idée des passes, c'est quelque chose qui me rebute, là, tu sais. C'est... Ouais, ben moi, j'étais à la vieille école que tu payes pour un jeu, puis après, c'est ton jeu, puis c'est à toi, puis... Ah ouais... Genre, même ça. Genre, même les DLC, genre, à un moment donné, ça vient, tu sais, on joue à Stellaris toutes les deux, genre, il faudrait qu'on parte à 9 puis qu'on achète le suit au complet pour avoir toutes les affaires, genre, ben là, ça coûterait quelque chose comme 400$ à cette heure, là, tu sais. Ouais. Mais par contre, il y a une affaire. Paradox, je trouve quand même que le contenu, il vaut la peine pour l'argent que tu payes. Tu sais, je veux dire, il y a des jeux qui sont pires que ça, là, tu sais, je veux dire...
Oui, on parle là, des mauvaises pratiques, puis il y en a partout, puis à cette heure, c'est omniprésent, mais il y a quand même des degrés. Il y en a que tu fais comme ouais, toi, tu veux me siphonner du cash, puis toi, tu me donnes quand même du contenu. Paradox, c'est un des moins pires. C'est quand même pas trop pire. Sincèrement, le dernier Baldur's Gate, là. Ouais. Puis je peux pas ne pas vous le conseiller. Écoutez, je vais vous conseiller de prendre Carlac puis d'aller chercher sa partenaire en Avernus, si vous jouez à Baldur's Gate, parce que la voix de sa partenaire en Avernus est faite par Abigail Thorne. Fait que je vous dirais. C'est ça. Mais Arrêtez pas de supporter Abigail dans ouais, non, mais oui, multiples projets. oui, mais c'est pas juste ça. Je dirais que Baldur's Gate a aussi bien payé ses voice actors. Ça paraît sur la performance, ça paraît sur la qualité du jeu. Je te dirais, toutes les mauvaises pratiques dont tu as parlé, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont tannés de ça. Puis il y a des joueurs qui ont laissé Baldur's Gate runner sur Steam, même pendant qu'ils jouaient pas, pour faire grimper les statistiques d'heures de jeu, juste pour envoyer comme message aux développeurs de jeux que hey, on veut des jeux de même. Là. Baldur's Gate, là, il a coûté 80$, là, mais il n'y a pas continuellement de matériel d'AD, il n'y a pas de pay to win. Les trucs que tu peux payer sont vraiment minimum. Là. Il y a une espèce de package, je pense, que tu peux payer, là, qui est comme l'équivalent d'avoir acheté le jeu en pré-vente, de quoi de même. Là, puis je pense que c'est tout. Là. Puis, puis je faisais même si, genre, les DLC, c'est correct, là, si t'attends un bout après avoir sorti ton jeu, puis que, genre, t'as pas retenu rien de ton jeu pour mettre dans un DLC, puis c'est vraiment du bonus content. Après, c'est cool, là, le monde, s'ils veulent payer plus, ils vont payer plus. Là. Moi, je te dirais, ça, c'est le feeling que j'ai avec Paradox. Surtout que Paradox, il nous le montre, le développement. Là, je veux dire, puis les mécaniques, ils changent bien souvent. Puis, je veux dire, tu connais Stellaris, là, je veux dire, tu sais comme moi que tu changes une mécanique, ça demande du travail dans un jeu de même, là, puis il faut qu'il réorganise toute la patente, puis faut... Ouais, la question, c'est pas savoir si t'en as pour ton argent ou pas. C'est comme, genre, si tu veux jouer à Stellaris, t'as comme pas vraiment le choix, genre, de l'upgrader à mesure, là, parce que qui c'est qui voudrait jouer à la version originale, là, à cette heure qu'il y a toutes les améliorations qui ont été faites dans les versions subséquentes. Non, tu payes pas pour rien, mais c'est comme genre... Non, effectivement, mais il y a au moins une affaire. Si tu joues en multi, mettons que toi, tu as juste Stellaris de base, puis que tu joues avec moi qui a tous les DLC, tu profites de tous les DLC dans notre game. Il y a ça qui est cool. Fait qu'il y a ça qui est nice au niveau de... Tu peux te coter avec peut-être ta gang pour... pour avoir un account ou quelque chose, Ou, tu sais, ça se pirate quand même relativement bien. Ouais, mais tu peux pas jouer pirater avec quelqu'un qui est sur Steam. Ouais, non, c'est ça, il y a des désavantages à ça aussi. Ouais, j'ai déjà fait ça, mais de temps en temps, j'en achète des jeux pareils, là, comme le jeu qui est sorti là, 7 minutes probablement, que malheureusement, je peux pas jouer parce que ça me prendrait une meilleure carte graphique sur mon PC. Mais bref. Ouais. Je faisais des blagues tantôt parce que je peux pas disparaître dans un trou pendant 6 mois parce que je peux pas en profiter pleinement comme c'est là. Ouais, non, je veux dire, moi, personnellement, depuis qu'il y a Steam, là, on parlait tout à l'heure que, oui, Steam, sur les chats, c'est un chat non modéré, là, fait que, c'est ouvert aux fachos, là, mais comme tel, en termes de distribution de jeux vidéo, t'as comme... T'as pas le problème de la copie physique, parce que ça sera un autre sujet quasiment à part, là. Mais t'as pas le problème de Epic Games parce que c'est pas exclusif à Steam. Là, genre, mettons, les jeux qui sont sur Steam sont pas juste sur Steam. Là, genre, fait que t'es pas en train de pogner. Steam Valve fait moins de jeux qui en faisaient aussi. Leur grosse vache à lait, c'est pas mal Steam Master. Ouais, non, c'est ça. Puis de toute façon, en tout cas, moi, personnellement, pour ce qui est de mes jeux, je suis sur Steam, je suis sur PC, puis je me tiens pas dans aucun salon, puis je check les chats des jeux que je joue, puis bien souvent, je vais jouer des jeux que, ça nécessite de hoster son propre serveur. Fait que, tu fais ta propre, modération, ta propre communauté, puis c'est pratiquement, c'est un peu t'as un peu les avantages de Twitch, on va dire ça de même, là, t'as une liberté de ce que tu modères, puis de la communauté que tu crées, là, fait que c'est... Ouais, c'est ça. Puis
Puis, tu Les sais, message boards, anyway, c'est pas mal n'importe quoi sur Steam. ouais. Puis, tu sais, je veux dire, aussi, tu sais, ça rejoint un peu un bout de l'article de True Way Fight que je vous ai pas montré, mais qui disait que l'avenir tu sais, de la gauche en termes de gaming, c'est pas mal les jeux indie, puis les jeux que tu as tes propres serveurs, que justement, tu peux avoir tu sais, tes propres safe space, parce que, tu sais, écoute, le grieving sur les serveurs officiels des gros jeux, écoute, je pourrais faire juste un show juste sur Ark Survival Evolved, puis son cousin pirate Atlas, tu sais, juste sur le grieving qui se produit dans ces deux jeux-là. C'est hallucinant, ça a complètement pas de bon sens, là. C'est des affaires cross-server, là, puis ça a plus d'allure, là. Je suis sûr qu'Earthquake, s'il est encore là, il sait de quoi je parle. Là, puis, ouais, non, le grieving de Ark Survival Evolved, là, c'est complètement débile. Fait qu'écoute, à moi que tu aies de quoi rajouter, moi, je rapperais ça. Là, Moi, j'avais Ouais. shooté des images sur Discord. Ah oui! On a accès à un scoop, finalement. On a Ouais, accès à une table de photos de ok. Kevin, le chien cosmopolite. Ouais, ouais, attends une minute. C'est parce qu'il pour pouvoir mettre ça, il faut que j'enregistre les images. Fait qu'attends une minute. Tu veux qu'on passe la nouvelle on tragique? va faire la nouvelle tragique de quoi? Non, moi je parlais de Kevin. Tu parlais de Kevin, ok, oui, ben écoute. Une affaire qu'on va finir sur une note positive. Ouais, ben oui, ben écoute, ouais, là, c'est ça. Fait qu'on va vous présenter. L'autre affaire, je pense qu'on va faire un deep dive entre maintenant et la semaine prochaine, puis on va probablement en parler. Là, la semaine prochaine. Attends une minute, là, ça vaut la peine que je prenne 30 secondes pour faire ça. Là. Hein? Oui, ça y prend son propre folder. Si tu regardes ce que ça après, c'est ça exactement. Attendez une minute, là, écoutez, je vous le dis, là, ça, ce que vous allez voir là ce soir, là, il y a des chances que ça finisse en emoji. Là. Là, c'est sûr, ben, c'est peut-être pas exactement ceux-là qui vont finir en emoji. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr que dans notre palette d'emojis. C'est-tu pas clair qu'un peu, ça? On a décidé que Kevin était la mascotte officielle oui, clairement. de l'Antipode. Kevin est la mascotte officielle de l'Antipode. Fait que là, vous allez voir une série de photos de Kevin. Aïe, mon Dieu. Il y en a tellement. Il y en a plusieurs. Mon Dieu, on a du choix. Ça n'a tellement pas de bon sens. Hey, ça va être malade, ça. Non, mais. C'est juste la pointe de l'iceberg, mais on va. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est parce que moi, j'ai déjà vu certaines photos de Kevin, là, puis je le sais que Kevin, il est capable. Là. Je vais parler à Miss Zombie, là, c'est clair que il y a une certaine photo, notamment, que je pense de Kevin, que ça nous prend ça. Là. Celle qu'on a là, c'est la pointe, comme tu dis, c'est la pointe de l'iceberg. Là. C'est vraiment. C'est l'introduction à Kevin. Le Kevinberg. Le Kevinberg? De quoi le Kevinberg? Ben, la pointe de l'iceberg. Oh, le Kevinberg, oui, ok, ouais. Bon, ben attendez une minute, on va vous montrer ça. Où est-ce qui est ma scène? Est-ce Oui. Je pense que tu peux même faire un slideshow, ça va être écœurant. Hein? Ah oui, mais attends, je vais faire ça. Un slideshow, image slideshow. Ah ben oui. Je suis pas sûr que j'aime l'interface de ça. Moi. Ah, attendez, on va prendre le temps de vous montrer Kevin. En fait, je pourrais quasiment les rentrer puis les garder. Kevin. Il est tellement beau. Tellement photogénique. Ben oui, il est tellement beau puis il est tellement photogénique. Non, ça vaut la peine. Là, ça vaut vraiment la peine. Je vous le dis, là, l'attente va valoir le coup. Là. Kevin, c'est pas n'importe quoi. Là. Quand on le connaît, en plus. Là. Oh, et Kevin, on rappelle, Kevin, le chien antifasciste, exactement. cosmopolite et non-binaire.
Globetrotter aussi, j'ai entendu Ah ouais. des légendes qui viendraient de terres lointaines. Oui, oui, effectivement. Non, mais Kevin, il a traversé. Il a migré là, pour arriver jusqu'à nous, Kevin. Oui, c'est aussi un immigrant. Il vient nous grand remplacer Oui, effectivement. avec multiples copies de son expression parfaite, sphinxiale. Bref, tout ça pour dire qu'on c'est ça, on fait pas juste parler dans le vide quand on dit que Kevin est la mascotte Ah officielle oui, de non, l'Antipode. effectivement. Il fallait qu'on fasse le reveal ce Oui, soir. oui. C'est pour ça que j'ai mis de la pression Ben sur oui, notre source. c'est bien correct. Écoute, ça s'en vient, ça s'en vient. Vous allez avoir droit à 6 photos de Kevin, ni plus ni moins. Tu sais, 6 comme dans Tous 6, aussi 6, plus 6. uniques, tout aussi uniques les unes que Oui, les parce que, autres, tu sais, puis, d'ailleurs. tu sais, 6 comme dans 6, 6, 6. Tu sais. Ah, voilà. Puis en plus de faire le Kevin reveal. Ah non, mais là, attends un peu, Chronique, on va te montrer Kevin, là. Attends pas, Ah, Kevin est là dans une minute. attends, voilà, gars. Kevin arrive, là, écoute, c'est drette là. Alors, on vous montre la première image idyllique, un Kevin d'automne qu'on m'a dit. Alors, je vous présente le Kevin d'automne. On est au mois de septembre. Alors, voici Kevin, Il est le là, seul, il est là. Tu peux aller te l'unique. coucher à cette heure, t'as vu Kevin, t'as eu la bonne nouvelle. Regarde juste l'oreille, tu sais, regarde juste le. Il faut que je revienne à l'autre scène pour avoir l'autre image de Kevin. Exactement. Il est tellement beau. Là, on a un Kevin de prairie. Je sais pas ce que Miss Zombie a fait. Elle s'est peut-être endormie sur le stream. Peut-être. Elle est heureuse quand même qu'on parle de ouais, Kevin. ouais. Fait que là, on a un Kevin. Ça, je crois que c'est le Kevin d'été. Quelque chose comme ça. Oui, je crois que ça, c'est le Kevin d'été. Kevin des montagnes. Oui, c'est. Oui, moi, ça, c'est le Kevin des montagnes. Ça, c'est le Kevin d'été. Ah, ben oui. Ben oui, Chronique, il est beau, il est fin. Oui. C'est mon ami. C'est mon ami, Kevin. Ah ouais, Kevin, il aime de plus en plus de gens. Il s'habitue à voir des gens. C'est ça. On a décidé qu'on allait le socialiser. Exactement. Kevin commence à socialiser. Ça doit être un Kevin des forêts, ça? La redistribution des Kevin. Ça, c'est le Kevin relax d'Halloween, j'imagine, avec les citrouilles. Y a-tu l'air content? Moi, je l'ai jamais vu se rouler à terre. J'ai pas eu ce privilège-là, moi. Moi, écoute, pas encore. Moi, je sais qu'il y a une photo là, de lui, la bouche à moitié ouverte avec la langue qui sort, puis les dents, puis c'est magique. Kevin, au meilleur de sa forme. On va inclure plus de Kevin dans le show. Oui, clairement. Ici, on a un Kevin de plage. Clairement, non, sincèrement, le gars, là, je les ai rentrés manuellement, les images, mais Kevin, il va avoir sa propre scène dans OBS. C'est clair qu'il va avoir une scène Kevin. Là, je veux dire, on va mettre les images de Kevin. Ben oui, il va avoir une disponible. source. Il va avoir une source, puis je vais pouvoir copier la source de l'image de Kevin de partout. On va mettre les images de Kevin disponibles sur nos médias et dans le Discord. D'ailleurs, je vais recommencer la bonne pratique de plugger nos médias. Oui, effectivement. On va Discord. remettre le Kevin d'automne, c'est plus chic. C'est le meilleur. Effectivement. Dans tous les Kevin. Là. Kevin, c'est déjà le meilleur, mais là, ça, c'est le meilleur. Ouais, non, celle-là, moi aussi, je l'aime bien, le Kevin d'automne. En tout cas, c'est notre Kevin de saison pour l'instant, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. L'automne s'en vient. Écoute, moi, ça me réchauffe juste de le regarder. Exactement. Dans mon cœur. Oui, effectivement. Puis, sais-tu quoi? Je vais même faire quelque chose. Quelque chose que, pour justement, je vais dire pour Stream Element a décidé d'automatiser le truc. Ben oui. Ben oui, gadon. Super random. Fait que là, merci Stream Element. T'arrives juste à point à 1 minute de la fin. Oui, non, c'est Stream Element, il est toujours très bien timé. Très professionnel, comme nous.
Oui, total. Fait que, écoute, je Donc, vais. c'est ça. Ben, les images de Kevin, on va les distribuer, puis on vous invite à en faire des edits, à le faire tout ce que vous voulez avec, puis ça va peut-être rentrer dans dans notre éventail de matériel pour le show. Donc, Ouais. les custom emojis, on va probablement les faire nous-mêmes. Mais si vous avez d'autres idées, peu importe ce que Kevin vous inspire, ça va être bon parce que c'est Kevin. Exceptionnellement, au lieu de vous mettre le end credits, je vais normal, on va vous laisser avec le Kevin d'automne. C'est bon. Ça On fait- va-tu avoir la toune pareil? Ben oui, on va avoir la toune Ok. pareil. Donne-moi 30. Phew! Ben Il n'y oui, a, ben oui. il y a pas la toune de Kevin encore. Non, mais ça va y prendre une toune aussi à Kevin. Hein? Ouais. Ça Hein? inspire quelqu'un d'écrire une toune de Kevin. Ouais. Ah, Maud t'a dit, l'image est transparente, fait qu'on pourra pas. Mais écoute, de toute façon, je pense que vous connaissez déjà nos noms. Là. On n'aura pas besoin exceptionnellement là, de vous montrer nos noms pour le générique. Je pense que, de toute façon, on a notre mascotte. Moi, c'est Gab. maintenant, Moi, c'est Gab. Ouais, non, c'est ça. De toute façon, maintenant, on a Kevin. Fait que, tu sais, c'est notre mascotte officielle. C'est lui notre image. C'est lui notre. C'est mieux que nos noms. C'est mieux que nos noms. C'est Kevin, c'est encore mieux. C'est ça. C'est Ou parfait. peut-être l'inclure dans le générique aussi. Ouais. À la fin, ça va être oui. juste Kevin. Genre, il va Non, nous non, remplacer, nous deux aussi. Là, ça va être juste Kevin qui parle. Non, mais je te garantis, moi, que les end credits, là, ils vont changer. Là, je vais faire ça. Là. Puis Kevin va être ajouté son nom, puis il va avoir son image. Là, je veux dire, on va bouger les éléments de ça. Là. Écoute, j'ai pas pogné Canva pour l'année pour rien. Là, va m'amuser, moi, là. Je peux être certain. Là. Probablement même demain, si vous êtes chanceux, là, vous allez avoir Kevin dans un true generic demain pour le stream spécial d'avant le débat. Ouais. On fait pas des grosses promesses de même, là. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, non, je fais pas des. Je vais vous dire, ça va dépendre de qu'est-ce que j'ai le temps de faire demain, mais ça se pourrait que. Team neurodivergent. Ouais, c'est ça. Ça se pourrait que l'hyperfocus pogne, puis que, tu sais, c'est ça. Ça se pourrait, mais c'est ça. Si l'hyperfocus vous pogne, Ouais. vous avez la permission de modifier Kevin et de nous envoyer le résultat. On est toujours curieux de voir ce que Kevin vous inspire. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça me permet quand même de vous annoncer que demain, on fait un stream spécial à 6 h avant le débat présidentiel américain qu'on risque d'aller suivre sur les manigances qui commence à 8 h. Fait que on risque d'avoir. Pas on risque, je pense que c'est pas mal officiel. Pas on risque, c'est officiel, c'est ce qui va arriver. Là, je vous dis on risque, là, mais c'est littéralement. T'as fait un shout-out pendant que tu disais ça. Ben oui, j'ai fait un shout-out pendant que je disais ça. Hein. Parle-moi de ça. On commence à être des machines, hein, c'est ça, on commence à être des machines de stream. Ouais. On s'améliore. Fait que sur ça, écoute. Puis à part de ça, je pense que j'ai l'impression que oui, Pierre est encore en fait live. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait ce soir comme sujet, mais on peut vous envoyer on risque probablement. Les quelques lurkers et on risque probablement, oui. De toute façon, moi, dans notre liste de streamers, de l'Antipode, c'est le seul qui est online présentement. Fait que c'est pas mal lui qu'on va raider. Fait que vous allez vous ramasser chez Pierre. De toute façon, nous, on risque d'être là demain. Après la toune. Puis nous, c'est ça, on se voit demain, on se voit ici, puis on va se voir. On se voit demain, puis on va se voir sur les manigances aussi. Fait qu'on vous laisse avec Kevin. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, les lurkers, les chatters, les subs, les followers, les partisans, tout le monde. Puis c'est ça, on va se voir demain pour le spécial débat. En plein ça. Bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches.